avec nous en direct ce matin. Peut-être un petit mot à brûle-pourpoint quand même de ce qui a un peu inquiété le marché ce week-end, c'est toutes ces nouvelles en provenance du Japon avec un plan de soutien de l'économie, des taux qui ont tendance à s'envoler. On est à 1,7%, on est au plus haut depuis 2008, si j'ai bonne mémoire. Alors, au plus haut depuis 2008, c'est vraiment le wording qui met le marché mal à l'aise. Gustave Sanden, est-ce que vous sentez que... On se souvient de l'été, il y a 1 an et demi, où on avait eu un vaste mouvement de carry trade autour du Japon qui avait inquiété tout le monde, qui avait fait plonger le marché. Est-ce que vous sentez qu'on est peut-être du côté d'un point pivot sur l'économie japonaise, sur la conjoncture au Japon ? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, la nouvelle première ministre a peut-être envie de terminer un cycle qui semblait interminable de déflation, ou en tout cas de stagnation. Et pour elle, une hausse des taux, ça veut peut-être aussi dire une reprise de l'inflation, cette fois-ci une inflation un peu salutaire, c'est-à-dire que croissance des prix, croissance des salaires, ça peut arriver même au Japon. Et ça faisait 30 ans qu'on cherchait ça. Que c'était terminé. Donc nous, Européens, et surtout dans le contexte actuel, quand on entend inflation, ça nous fait plutôt peur. Je pense que là, en l'occurrence, c'est peut-être, en tout cas, l'effet voulu par cette nouvelle première ministre, plus qu'un effet subi. Maintenant, il faudra quand même être attentif. Vous connaissez l'expression, hein, l'inflation, c'est un peu comme le ketchup. Quand on secoue, on ne sait pas vraiment quand ça sort. Et après, on ne sait pas comment ça va sortir. Ouais. Donc, il faut rester un petit peu attentif. Mais à mon avis, ça reste très raisonnable. Hein. On parle de 1,7, 1,8. Oui. On est quand même sur des niveaux qui sont, à l'échelle mondiale, extrêmement bas. Ouais, quand même. Mathias Bacchino, un petit mot peut-être sur le Japon ? Ce qui est sûr, c'est que c'est une économie assez unique dans le monde, parce que la manière avec laquelle ce pays s'est construit depuis 30 ans d'un point de vue économique est unique. Enfin, je crois, il y a très peu d'économies qui fonctionnent de la même manière. Et là, il y a eu plusieurs éléments un peu déterminants. Évidemment, le regain de tension élevé avec la Chine. Je crois que c'est ça qui a fait peur pas mal au marché actuellement pour le Japon. Il y a eu un soutien extrêmement fort affiché par Donald Trump il y a 10 jours à la nouvelle première ministre, avec un voyage, un deal, etc. Donc, on peut imaginer que le Japon bénéficie quand même du soutien de la première puissance mondiale et de la première économie du monde, de manière parfaitement assumée. Et effectivement, si la nouvelle première ministre essaye de changer le système économique japonais, ne serait-ce qu'un petit peu, ça va créer des secousses forcément. Ouais. Donc l'impact pour nous, il est pas tellement finalement dans l'évolution des marchés actions japonais, puisque les Français sont très très peu exposés au marché actions japonais, et que les marchés actions japonais représentent une part relativement faible des portefeuilles mondiaux aussi des investisseurs. En revanche, effectivement, sur la devise, il peut y avoir des impacts importants. On avait vu ça le 5 août de mémoire 2024, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Et pour l'anecdote, c'était l'une des journées les plus importantes en termes d'ouverture de compte pour Trade Republic en Europe, puisque les gens avaient vu ce dip là pour ce qu'il était, c'est-à-dire à l'époque un dip. Donc je ne suis pas inquiet de manière systémique. En revanche, je suis très curieux du point de vue économique de voir comment cette économie si fermée va réussir à changer de braquet face effectivement à ce phénomène de stagflation. Je rappelle que le Japon, c'est 230% de dette publique de mémoire, détenue principalement par les Japonais, mais quand même. Gustave, vous vouliez réagir ? Non, je suis plutôt en ligne. Effectivement, le carry trade, c'était un petit peu plutôt un pari de devise et des leverage sur la devise. Là, on parle pour l'instant, en tout cas, d'autres choses, à mon sens. Ouais, vraiment de fondamentaux économiques. Alors, on reste sur les devises, sur les cryptos. On a eu un bon coup de grisou en 2 temps, là, en 1 semaine, sur le Bitcoin. Chaque week-end, c'est l'occasion quand même de devenir tout vert en regardant son appli sur combien vaut le Bitcoin. Mais là, on sent des dégagements massifs, et c'est la 2e fois que je vois passer des dépêches sur BlackRock dégage un grand nombre de bitcoins, les remet sur le marché. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé là, cet automne autour du bitcoin ? On sent vraiment qu'il y a des mouvements de dégagement massifs. Alors je sais bien que c'est très volatile, que ça peut repartir aussi sec. Maintenant, voilà, il semble y avoir une forme de bear market qui inquiète un peu certains investisseurs. On est à la porte d'un bear market. C'est-à-dire on est sur le seuil là. Ouais, d'accord. Et il y a 2 événements qui vont décider, je pense dans les 10 jours qui viennent, de savoir si on franchit le seuil effectivement du bear market ou si c'était une grosse
grosse respiration. Ouais, parce que là, en gros, on revient au niveau zéro depuis le début de l'année. Il n'y a plus de bénéfices. Ouais. Et alors, il faut rappeler quand même que c'était une hausse colossale aussi. On est d'accord. Qui avait eu lieu. Donc là, il y a deux événements qui sont assez simples. L'absence de données macroéconomiques et aux États-Unis publiées depuis plus de 50 jours, et la Fed qui a haussé le ton la semaine dernière, laissant entendre que peut-être en décembre, elle ne baisserait pas les taux de 0,25. Eh bien, ça a créé une forme d'inquiétude, ce qui a déclenché une phase de prise de bénéfices sur la tech. Les actions tech ont perdu de l'ordre de 7% la semaine dernière aux États-Unis. Oui. Ce qui a aussi déclenché des investissements dans la tech, mais ça, c'est une autre histoire. Et forcément, avec les cryptos qui sont aujourd'hui très corrélés malgré tout au marché actions technologiques américain, eh bien, ça a déclenché une phase de vente. Donc, il y a eu 2,5 milliards qui sont sortis des ETF Bitcoin aux États-Unis en quelques jours. Sans doute que ça a déclenché aussi chez les particuliers une forme de peur, et chez les institutionnels la volonté de prendre des profits face à cet actif très volatile. Maintenant, si Nvidia mercredi publie de bons résultats et rassure le marché, et si la Fed finalement décide de baisser ses taux en décembre, je ne vois pas de facteur qui pourrait particulièrement tirer les cryptos à la baisse. Ouais. Ensuite, je tiens à faire une différence pour le grand public entre le Bitcoin d'un côté et les autres. Voilà, il faut bien avoir en tête que la valeur donnée à ces actifs par ce que j'appelle la valeur de foule n'est pas la même. Et donc, il y a une acceptation et une institutionnalisation du Bitcoin, et donc potentiellement des soutiens institutionnels qui rachèteraient à certains niveaux, qu'on ne trouvera pas forcément sur toutes les autres cryptos. Donc, les particuliers doivent évidemment faire attention à ce que les cryptos, et particulièrement les plus récentes, les plus spéculatives, ne représentent pas une part trop importante de leur portefeuille. C'est le problème avec tous ces actifs de rupture. Alors, rupture, tiens, Berkshire Hathaway investit dans Google, le truc de fou. C'est vrai qu'on en parlait justement avec cette passation de pouvoir très attendue de Warren Buffett. Là, ce sera son dernier acte en tant que grand superviseur je sais pas, une sorte de family office au niveau mondial. Mais voilà, il décide de prendre le contre-pied. On lui a toujours reproché de ne pas investir à temps dans la tech, de rester focalisé sur les valeurs traditionnelles américaines, sur les chemins de fer, sur Coca, etc. Bon, il s'était mis un peu à Apple. Et là, Alphabet. Donc, un investissement de 4,3 milliards. Est-ce qu'il est question de rattraper le train qui a beaucoup avancé, ou de placer des pions, essayer de voir? En plus, le choix de Google n'est pas anodin non plus. Votre avis là-dessus, Gustave? Je trouve ça effectivement très intéressant. Ça m'a beaucoup surpris. Ça fait quelques semaines que j'essaye de questionner le narratif de Bulia. Et d'un côté, on voit en fait un investisseur hyper spéculatif qui est SoftBank, par exemple, qui en fait va cristalliser des gains sur Nvidia. Et de l'autre, on voit un investisseur historiquement dit value, donc plutôt là pour faire des bonnes affaires. C'est ça l'esprit de la value. On achète des fondamentaux qui se positionnent sur Google, alors même que tout le monde semble constater une bulle IA. Je trouve ça très très intéressant. Ce que ça dit et ce que ça oblige à regarder, c'est les résultats des entreprises. Google, c'est un trimestre record de 100 milliards de dollars de revenus au trimestre passé. Ouais, là, on ne parle pas de spéculation, de bulles, on parle de sonnantes trébuchants. L'argent rentre bien. Les fondamentaux sont hyper bons. Et ces hyperscalers, il faut le rappeler, qui portent effectivement une grosse partie de la R&D IA, sont quand même des machines à cash. Chaque trimestre après trimestre, ils dépassent les attentes et distribuent du cash. Et là encore, c'est ce point de différence qui me paraît essentiel à rappeler par rapport à la crise des années 2000. Au contraire d'autres actifs qui existent dans notre marché actuel, comme les cryptos, on vient d'en parler, qui produisent rien, de facto, qui ont une utilité économique, mais qui ne produisent pas de cash flow. Là, vous avez effectivement ces hyperscalers qui marchent très très bien. Et a priori, c'est en tout cas l'analyse que fait Berkshire Hathaway. Ils considèrent que c'est certainement un point d'entrée intéressant. C'est comme la 10e plus grosse position de leur portefeuille, pour se le représenter. Maintenant, il faut rester nuancé. Vous avez cité Apple, c'est une position qu'ils ont nettement allégée, même s'ils restent. Ça reste leur première position. 60 milliards, c'est une bonne exposition. Donc, ça reste une exposition sérieuse. Mais effectivement, on voit ce portefeuille intégrer de plus en plus de technologies. Et peut-être que la technologie est de moins en moins, en fait, croissance et spéculative, et de plus en plus value, du point de vue de ces investisseurs historiques. Investissement value, c'est votre avis aussi, Mathias? Warren Buffett ne fait que ça. Et il a clairement la même méthode encore aujourd'hui. Moi, j'ai 2 remarques sur cet investissement.
Le premier, c'est une information qui est passée relativement inaperçue, je trouve, auprès du grand public. C'est que la semaine dernière, ou celle d'avant, je ne sais plus, Alphabet a annoncé avoir atteint une forme d'avantage quantique. Oui, tout à fait, avec la puce, avec la carte graphique Willow. On ne le dit pas suffisamment, mais c'est une nouvelle qui est du même ordre que on lance ChatGPT en 2022. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une nouvelle c'est un point de rupture. Énorme. C'est énorme, je veux dire. Donc, et c'est la première entreprise à l'annoncer aussi clairement. Le deuxième élément qui, à mon avis, est entré en ligne de compte, c'est que Warren Buffett a dû avoir, d'une manière ou d'une autre, une forme de réassurance de la part des autorités américaines quant au fait qu'un démantèlement d'Alphabet n'était pas au programme. Parce que la vraie grosse... Pour moi, j'identifie deux grosses menaces pour les hyperscalers. Deux éléments auxquels je suis très sensible. Le premier, ce serait si une technologie d'intelligence artificielle venait rendre obsolètes les méga data centers qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Bien sûr. Si demain, dans les mois ou les années qui viennent, on se rend compte que les investissements qui viennent d'être faits là ne seront pas utiles parce qu'ils sont déjà obsolètes, ça pourrait être potentiellement une catastrophe. L'autre menace, elle est parfaitement claire, c'est le risque de monopole et donc de démantèlement de ces hyperscalers. Et il semblerait que, à partir du moment où les hyperscalers ont accepté de jouer le jeu de Donald Trump à bien des égards, celui-ci apporte une forme de protection. Je n'imagine pas Warren Buffett investir dans Alphabet à ce point-là sans avoir une forme de réassurance quant au fait que dans les années qui viennent, un démantèlement n'était pas au programme. Oui, c'est-à-dire qu'il a investi dans Google, pas dans ChatGPT, ni rien. Et Alphabet qui est très diversifié par ailleurs, hein, il faut le rappeler quand même. Qui rentre les sous par la pub, par l'Internet en tant que tel, oui. C'est finalement ChatGPT qui permet peut-être ce deal, puisque effectivement, ça a relancé l'idée d'une concurrence sur les moteurs de recherche, et notamment Google. Et ça, c'est assez intéressant. Effectivement, vous le disiez à très juste titre, l'administration Trump fait aussi tout pour faciliter des grosses consolidations, des gros deals. On le voit notamment dans les résultats de Goldman Sachs, qui sont records sur les fusions-acquisitions cette année, notamment sur les méga fusions-acquisitions. Et donc, on a effectivement un cadre juridique et un cadre économique qui permet largement d'appréhender sereinement l'avenir de Google comme une entité à elle seule. De créer de la valeur. Pendant qu'en France, nos entrepreneurs n'osent plus bouger une oreille, mais ça, c'est un autre sujet malheureusement. Ça, et on y revient assez souvent. Vous parliez des hyperscalers, il y en a quand même un qui va faire l'actualité cette semaine. Il s'appelle Nvidia, le maître du monde, le spécialiste de la carte graphique, du GPU. Alors, pas de boule de cristal, ni de choses comme ça. On va se pencher sur, finalement, l'aspect le plus intéressant, c'est comme Google, c'est que les sous y rentrent. C'est que des cartes graphiques, on en vend à l'appel, qu'on en a besoin, et qu'on a organisé tout un système, alors un peu critiqué, de circuits fermés, mais qui marche et qui profite à Nvidia de manière sonnante et trébuchante. Donc là, on s'attend à ce que Nvidia pulvérise le consensus. Ça va être difficile si jamais il y a un tout petit grain de sable dans l'engrenage, là, quand même. Oui, et en même temps, le titre vient plutôt de baisser la semaine dernière. Il a pris sa respiration. Voilà, donc s'il était en train de monter à fond juste avant les résultats, je serais peut-être plus inquiet, parce que c'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, c'est vrai. Là, il y a deux choses, le fait que l'action n'ait pas explosé ces derniers temps, et le fait que le CEO et fondateur a fait une remarque. Lors de ses déplacements à Taïwan, il y a 10 jours, il était allé voir donc TSMC. Plein de copains à lui. Oui. Voilà. Et une entreprise essentielle. Sans TSMC, Nvidia n'existe pas. Mais bon, absolument. C'est un autre MSI aspect. Et tous les sous-traitants de Taïwan. Il a dit, c'est rare, je pense, qu'il fasse ça. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu faire ça souvent. Il a dit clairement à la presse que les ventes étaient bonnes. Voilà. Et que la demande était très forte pour Blackwell. Donc, a priori, on peut s'attendre à des résultats plutôt de bonne facture, et s'il n'y a pas une forte hausse là dans les 48 heures qui viennent, peut-être, pour une fois, à une réaction positive. Moi, ce à quoi je vais être personnellement très attentif dans ces résultats, c'est pas tellement les chiffres globaux, ça va être la qualité de la diversification des sources de revenus. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on attend de Nvidia à l'heure actuelle une seule chose, c'est qu'elle diversifie ses revenus. Parce que si elle ne le fait pas, elle aura du mal à rentabiliser de manière plus certaine les investissements énormes qu'ils sont en train de faire. Et donc,
la manière avec laquelle ils vont être capables de diversifier leurs revenus dans les trimestres qui viennent, c'est ce qui, moi, en tant qu'investisseur long terme, va m'intéresser. Oui, d'autant que les cartes graphiques, on en a besoin pour l'IA. Oui, on en a besoin pour des tas d'autres applications, pour l'automobile, pour l'informatique grand public, etc. Gustave, votre avis sur ces résultats à venir d'NVIDIA? Je souscris à ça aussi. Et effectivement, ce que j'ai observé et ce qui m'anime, vous l'avez compris, c'est aussi de vérifier si, quelles étaient les attentes et quels sont ces résultats en relatif. C'est-à-dire, par rapport au trimestre précédent, encore une fois, on parle de bulle. Et donc, est-ce qu'il y a une croissance des résultats? Donc, ce qui est attendu, le consensus, c'est plus 17,2 par rapport au trimestre précédent. On parle quand même d'un ovni de croissance et de valorisation qui est plus 17,2. Et par rapport au même trimestre l'année dernière, on serait plus aux alentours de plus 50%. Ça, c'est le consensus. Ouais. Voilà, c'est normal. Bon. Donc sur des sociétés de cette capitalisation, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Il faut le rappeler, on ne parle pas que de valorisation, de capitalisation. Absolument. On parle aussi de résultats financiers. Il va falloir le démontrer. Maintenant, effectivement, le point d'attention sera de regarder avec granularité la décomposition de ce résultat qui me paraît être le risque le plus important. J'y souscris. Voilà, la concentration des clients de Nvidia est dingue. La proportion de leur chiffre d'affaires qu'ils font sur très peu de clients est énorme. Donc c'est sûr que c'est concentration toujours. Une forme de consanguinité dans ce secteur. Oui, ce fameux cercle fermé. Gustave Sanden de Colbert, merci d'avoir été avec nous. Mathias Bacchino, Trade Republic. À une prochaine fois pour commenter.